Je vais passer la parole maintenant à Laura Cagno du Centre national d'information indépendante sur les déchets, qui va apporter une expertise sur les conséquences de la mise en incinération et du procédé du TNB, et puis nous parler un peu là aussi des possibilités de faire autrement. Laura, je ne sais pas où elle est. Je te passe la parole. Merci Gérard. Bonsoir, je suis donc Laura Cagno, chargée de mission au CNID. Et je vais sortir un petit peu des témoignages et parler... Oui, je vais le faire dans 2 secondes. Pour parler plus généralement de la gestion des déchets ménagers en France et de leurs impacts, et de ce qui peut être fait pour proposer des solutions alternatives. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce qu'on entend bien? C'est bon? Super. Donc, tout d'abord, est-ce qu'on peut passer? Alors, le CNID, Centre national d'information indépendante sur les déchets. Nous sommes une association de protection de l'environnement qui est spécialisée... C'est bon? C'est bon, ça marche. Donc, association de protection de l'environnement qui est spécialisée sur la thématique des déchets ménagers en France. L'objet de notre association est la réduction des déchets en quantité et en toxicité et proposer des solutions alternatives de gestion des déchets plus écologiques. Le deuxième I du CNID est important puisque c'est lui de indépendant. Nous sommes financièrement indépendants grâce à nos 2000 adhérents particuliers et 100 associations adhérentes. Je vous invite à les rejoindre si vous voulez continuer à soutenir notre travail. Et nous avons aussi des prestations d'intervention, de formation et d'audit pour nous permettre de continuer à être indépendants. Et enfin, nous avons de la veille citoyenne et d'expertise pour décrypter ces enjeux pour le grand public. Et aussi pour les politiques d'ailleurs, qui appuient notre travail de plaidoyer auprès des politiques. Hop. Donc ma présentation va se faire en 3 parties. La première, les déchets en chiffres. La deuxième sur les impacts liés à la gestion des déchets. Et enfin, que peut-on faire de mieux avec nos déchets. Donc, dans la première partie, les déchets en chiffres. Voilà, merci. Voir au niveau de la production annuelle des déchets d'un habitant en France. Un Français produit en moyenne 588 kg de déchets ménagers. Ils sont répartis en 3 catégories. Les ordures ménagères résiduelles, donc poubelles marron, qui représentent 299 kg par habitant par an. On va arrondir à 300. La deuxième partie qui représente les collectes sélectives, donc votre bac de tri. Donc ça représente 105 kg de déchets par habitant et par an. Et la troisième partie qui sont les déchetteries. Donc par exemple les déchets verts qui peuvent être amenés en déchetterie, des encombrants, les déchets d'équipements électriques, électroniques, un gros frigo, des choses comme ça. Et qui représentent quand même 184 kg par an. Donc au niveau du contenu de nos poubelles, là on va voir à la fois les déchets ménagers, enfin les ordures ménagères résiduelles et les collectes sélectives. 22% de ces déchets sont du papier et du carton. 11% sont des emballages plastiques, 13% sont du verre, 2% de textile, 3% de métal, 32% de déchets organiques, et le reste sont donc 17% de résiduels, dont 8% de textiles sanitaires. J'insiste un petit peu sur les textiles sanitaires. Ce sont les protections hygiéniques, les couches pour bébé, les lingettes. Et on sait qu'on a une grosse marge de manœuvre en tant que particulier, donc j'y reviendrai à la fin, mais c'était pour que vous visualisiez bien ce gisement-là. Donc au final, il n'y a que 9% de déchets dont on sait en gros vraiment pas quoi faire. Cette page pour vous permettre de mettre en parallèle à la fois la réglementation européenne. Tout à l'heure, Anne parlait de la fameuse directive cadre de 2008, qui est une directive européenne et qui a établi une hiérarchie des modes de gestion de déchets. Celle-ci, donc on peut voir à gauche, donc prévention, vous permet de voir l'ordre de priorité dans lequel on doit considérer nos déchets.
C'est-à-dire que la première action, comme on nous le dit toujours, c'est le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Bah oui, c'est bête, mais c'est vrai, et c'est vraiment indispensable de réfléchir comme ça, et de mettre d'abord tous les moyens en œuvre. C'est comme ça que les collectivités doivent procéder dans leur démarche, dans la définition des plans, c'est de voir d'abord toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre pour réduire. Et ça, c'est ce qu'on voit au final à la fin. C'est qu'est-ce qu'on met comme usine, et après, ok, on va mettre des interventions dans les classes, dans les écoles primaires, pour leur dire d'essayer de réutiliser leurs bouteilles d'eau plutôt que des bouteilles jetables. Mais non, c'est cet ordre-là. Et à droite, vous pouvez voir, du coup, comparer avec les statistiques françaises. Prenez l'incinération. En France, on est à 35% d'incinération. Incinération, ça rentre dans la catégorie soit élimination, soit valorisation. Élimination quand l'incinérateur est vraiment vieux, et on peut dire qu'il y a de la valorisation énergétique si l'incinérateur, je simplifie, mais en gros, si l'incinérateur produit plus d'énergie que ce qu'il en consomme pour fonctionner. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, voilà. Et ça, c'est une partie, au final, qui n'est clairement pas majoritaire, des incinérateurs français. Majoritairement en France, l'incinération, c'est quand même de l'élimination. Donc, dernière étape. Le stockage, donc la mise en décharge ou l'enfouissement, c'est la même chose, représente encore un tiers des modes de traitement de nos déchets en France. Ensuite, on a 19% de recyclage. Enfin, on augmente un petit peu dans les priorités. Et enfin, le compostage. Sauf que dans les 18%, on n'est pas uniquement sur du compostage de biodéchetterie à la source, mais ça intègre quand même une partie de biodéchets compostés avec les ordures ménagères en mélange. Et enfin, tout en haut, on peut voir qu'il y a un bel objectif très ambitieux de réduction de 7% des déchets ménagers. Donc je pense qu'on peut tous se prendre par la main et faire mieux. À présent, les déchets, quels impacts ? On va commencer déjà par une petite vidéo rapide d'une campagne qu'on a lancée récemment. Merci. Par contre, il n'y a pas de... Un tiers des déchets est une révolution. Imaginez un objet simple, au design intemporel, capable de valoriser un tiers des déchets émis par l'homme et de produire de l'énergie en régénérant la Terre. Cette révolution est une poubelle. C'est le bac bio. Aujourd'hui, nos ordures ménagères sont pour la plupart enfouies ou incinérées. Pourtant, un tiers de ces ordures sont des biodéchets, des restes organiques valorisables, principalement composés d'eau. Le bac bio permet leur collecte séparée pour tirer parti de l'opportunité écologique et économique qu'ils représentent. Les biodéchets, en se décomposant, créent du biogaz par le processus de méthanisation. En collectant ces déchets grâce au bac bio, on peut donc récupérer ce gaz, qui sera transformé en énergie renouvelable, redistribuée localement. Mais ce n'est pas tout. Ces biodéchets peuvent être transformés en compost, un engrais naturel qui peut être utilisé aussi bien pour le jardinage qu'à plus grande échelle pour l'agriculture. Le bac bio, par la collecte séparée des biodéchets, permet donc de perpétrer un cycle naturel de la terre à la terre. Tout ça c'est bien beau, mais le bac bio n'existe pas. Voilà, donc cette vidéo a été lancée, cette campagne a été lancée début juin pour vraiment montrer l'importance de la valorisation des déchets organiques. Puisque comme vous l'avez entendu depuis le début, on parle beaucoup de biodéchets, on parle beaucoup de déchets organiques. Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est la présence de ce type précis de déchets dans nos poubelles qui pose beaucoup de soucis. Et qui pourtant, dans notre sens, comme c'est montré, peut être au contraire très vertueux. Vous pourrez retrouver mes collègues au fond de la salle qui peuvent collecter vos signatures, donc cette pétition, qui sert ensuite pour aller voir les politiques et leur dire, bon ben voilà, on a tant de signatures. Pourquoi ça sentirait moins que le crime biologique? Parce que quand ils sont à part, en fait, le fait que les biodéchets sentent mauvais quand ils sont mélangés à d'autres types de déchets. Quand ils sont...
Non mais, si ça pue, c'est que c'est mal fait. Ah, bon. Le compostage, enfin bon, bref, ça se fait pas comme ça, mais normalement un compost bien géré ne sent pas mauvais. Il faut avoir le bon apport à la fois de déchets organiques et de matières carbonées. Les déchets carbonés, c'est des branchages, c'est des feuilles. Enfin, je suis pas spécialiste du compost, mais il ne sentira pas mauvais s'il est bien géré. Il y aura pas de mouches et il y aura pas de soucis. Mais effectivement, ça ne se fait pas comme ça. Et là, ce qui est important que vous avez dit, c'est qu'il y en a un à Ivry et que du coup, s'il y a ce problème-là, la collectivité devrait être là aussi pour soutenir. Le but n'est pas que les collectivités laissent la responsabilité à leurs administrés sur la gestion des biodéchets. Si vous faites ça, c'est super, mais par contre, il faut que la collectivité vous suive et vous donne les moyens de bien le faire. Puisqu'avoir cette initiative citoyenne, vous leur rendez service puisque vous permettez d'enlever une partie du gisement des biodéchets. Donc, vous n'êtes pas censé le faire tout seul. Enfin, pour Ivry, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, à Paris, vous contactez la mairie de Paris, vous leur dites que vous faites partie de ça, ils peuvent vous donner du matériel, ils peuvent faire une formation, ils peuvent passer pour vous aider à suivre ce composteur. Enfin, bref, c'est censé bien fonctionner, ils sont censés vous donner les moyens pour arriver à ce que ça se fasse. Voilà. Donc, j'en viens à la vidéo qu'on allait vous présenter. Donc, c'était une campagne. Les collègues au fond de la salle peuvent collecter des signatures si vous voulez donner du poids. La pétition, c'est pour le tri à la source des biodéchets. Voilà. Après, il y a à voir selon les spécificités des territoires. Il vaut mieux faire du compostage de proximité. Il vaut mieux mettre en place une collecte séparée des biodéchets pour en faire du compostage ou de la méthanisation. Je vais tout de suite faire la parenthèse parce que vous n'allez pas forcément bien entendre le mot méthanisation. Tout à l'heure, François parlait de méthanisation en négatif. C'est parce qu'on est sur la méthanisation sur ordures ménagères en mélange. La méthanisation sur biodéchetterie à la source, c'est une chose qui est positive. Mais du coup, c'est pas un TMB. Voilà. Enfin, il faut pas faire l'amalgame entre les deux. Donc, j'en reviens à la présentation. Donc, plus globalement, sur la gestion des déchets en France, il y a des impacts environnementaux. Tout d'abord, un gaspillage, un épuisement des ressources, bien sûr, puisque avant d'être des déchets, ce sont des produits, il a bien fallu les fabriquer. Ensuite, les pollutions sont multiples dans les modes de traitement, décharge, l'incinération ou le traitement mécanobiologique, et enfin, un impact sur les changements climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas de la mise en décharge, quels sont les impacts sanitaires et environnementaux qu'on peut voir? Tout d'abord, les lixivia. Bon, c'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, le lixivia, c'est le liquide, le jus de poubelle qui va se dégager quand vos biodéchets vont se dégrader à l'intérieur avec vos ordures ménagères en mélange, qui vont drainer vers le fond des casiers dans les décharges, tous les contaminants qu'il peut y avoir dans les déchets alentours. Donc, je sais pas, on peut jeter encore plein de déchets électroniques qui vont à la décharge. N'importe quoi, des clés USB, des téléphones, tout n'est pas collecté correctement. Ils sont composés de métaux qui vont donc entraîner des contaminants vers le fond des casiers. Et même des produits d'entretien, des peintures, beaucoup de choses vont en décharge, comme vous le savez. Les émissions de gaz à effet de serre, puisque les biodéchets en se dégradant vont émettre du méthane, donc c'est 13% des émissions de gaz à effet de serre françaises. Et puis bien sûr, les ressources gaspillées, et qu'on peut appeler l'énergie grise, c'est l'énergie qu'il faut pour fabriquer un produit. Il y a aussi le sac à dos écologique, qui sont l'ensemble des matières nécessaires pour fabriquer les produits. Et puis l'emprise spatiale, bien sûr, puisqu'une décharge, ça prend de la place, c'est immense, sur le sol de Clé-Souilly. Et puis enfin, les transports et les nuisances. Oui, emprise spatiale, du coup, et les transports et les nuisances liées au trafic des camions, aux odeurs, toutes les nuisances que vous pouvez imaginer. Pour la suite, donc, au niveau de l'incinération, au niveau des impacts sanitaires, des émissions gazeuses, même si les normes sont de plus en plus strictes, elles ne peuvent pas garantir l'innocuité à long terme des installations. Évidemment, puisque une norme, par définition, c'est ce qu'on est capable de faire à un instant T. Quand 5 ans plus tard on fait mieux, on dit « Ah non, mais la norme précédente, elle était bidon. Maintenant, la norme qu'on a, c'est une norme de qualité. » Donc, une norme, c'est un état de la technologie à un moment donné, ce n'est pas une garantie d'innocuité. C'est important de le savoir. Des mâches-fer. Que sont des mâches-fer? Quand vous faites rentrer une tonne de déchets, 1000 kilos de déchets, vous allez récupérer 300 kilos de mâches-fer. Ce sont les restes d'incinération de vos déchets. Et aujourd'hui, on s'en sert beaucoup en sous-couche routière. Sauf qu'on n'a pas de preuve qu'il y ait
pas d'écotoxicité à moyen et à long terme. Et enfin, il y a les réfiums, ce sont les résidus d'épuration de fumée d'installation d'ordures ménagères, d'incinération d'ordures ménagères, qui au final sont des déchets dangereux, eux. Donc on va faire brûler des déchets non dangereux, on va récupérer une partie des déchets dangereux, et eux, il faut les gérer. Et donc il va falloir les gérer dans des installations dédiées qui peuvent accueillir des déchets dangereux, donc des décharges, mais qui auraient pu... Enfin bref, voilà. D'un point de vue énergétique... C'est bon, ça marche. D'un point de vue énergétique, quelque chose de logique, c'est que les incinérateurs, on considère qu'ils produisent 50% d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on considère que la moitié de nos poubelles sont des biodéchets. Nos biodéchets sont d'origine organique. Et donc, on considère que 50% de l'énergie d'un incinérateur est de l'énergie renouvelable. Ne serait-il pas mieux de les gérer à part? L'énergie grise de nouveau, donc l'énergie qui a servi à fabriquer les produits qu'on va ensuite détruire. Et enfin, économique, puisque un incinérateur, comme vous l'avez vu, ça coûte cher, et qu'en plus, il n'y a pas de flexibilité. C'est-à-dire que les fours ont besoin d'être continuellement alimentés, et que si en parallèle, la collectivité met en place une politique de prévention, donc de réduction de déchets, on va devoir faire venir les déchets de plus loin pour continuer à alimenter les fours. Enfin, le traitement mécanobiologique, mais je vais passer vite puisqu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dessus sur l'explication du fonctionnement. C'est une technologie qui a été développée en France avec un usage différent de celui qu'on peut avoir en Europe. En Europe, le TMB est utilisé comme solution de pré-traitement. Déjà, on reconnaît que ce n'est pas un traitement, c'est un pré-traitement, puisque ça ne permet pas d'éviter d'avoir à mettre quelque chose par la suite, soit à l'incinération, soit en décharge. Et... Oui, bien sûr, donc de stabiliser les déchets, plutôt que d'en faire du compost. Veolia en Angleterre l'a reconnu, dit que, en France, Veolia dit que ces usines sont capables de produire du compost, mais Veolia en Angleterre dit que le but est de stabiliser et non de produire un compost. Donc c'est bien que ce soit une multinationale et qu'ils aient le même nom, ça nous permet de soulever ce genre d'informations. La fameuse norme dont on a parlé tout à l'heure, donc de son petit nom barbare NFU 44051, c'est la norme qui permet, on va analyser les composts, des lots de compost qui sortent de TMB et voir s'ils sont capables de répondre à cette norme. S'ils y répondent, on dit ce compost peut être utilisé en agriculture. Sauf que cette norme elle-même ne permet pas de garantir, ne peut pas être considérée comme une norme de qualité puisqu'elle autorise la présence de 1,1% de plastique et de 2% de verres et métaux. Ce qui, pour mieux le comprendre, sur 1 mètre cube de compost produit, donc 1 mètre cube c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, imaginez-le, visualisez-le, sur ce mètre cube-là, on autorise la présence de 2,7 kg de plastique et de 5 kg de verres et métaux. Cette norme autorise cela. Si le lot de compost répond à cette norme, on peut l'utiliser en agriculture. Et, pardon ? Plus, oui, entre autres, mais après il y a aussi des métaux lourds, il y a d'autres choses. Mais déjà sur ces choses qu'on visualise bien de notre quotidien, c'est toléré. Et effectivement, fait important, cette norme française est bien plus laxiste que la position européenne donc JRC, c'est le Joint Research Center, en fait c'est le bras scientifique de la Commission européenne qui dit que les composts issus de TMB, les composts qui ne sont pas triés à la source, ne peuvent pas sortir du statut de déchet. Ne pose même pas la question de mesurer les concentrations, c'est les composts qui sortent de TMB ne peuvent pas être utilisés pour cet usage. Donc la position du CNIT concernant le traitement mécanobiologique, c'est de dire que le TMB, pour fabriquer du compost, ne doit pas exister, on ne doit pas avoir recours à cet usage. En revanche, la nuance, c'est que cette technologie peut, donc appelée du PTMB, pré-traitement mécanobiologique, peut servir à stabiliser ce qui reste, ce que je vous disais tout à l'heure au tout début, les 9% qui restent,
le reste de toutes les ordures ménagères résiduelles, une fois qu'on aura fait tout ce qu'on peut sur la prévention, tout ce qu'on peut comme collecte sélective, ce qui reste, si on le stabilise, ça peut être mis en décharge. Mais surtout pas l'envisager pour des sols agricoles. C'est le seul usage pour lequel le TMB peut être intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre partout dans toute la France. Dans certains cas, on peut peut-être se poser la question de voir si cet usage-là peut être nécessaire. Et donc la dernière partie, de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, du coup. Avec toutes les choses qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire, que peut-on faire ? Donc les fameux 3R, donc réduire, réutiliser, recycler. Je ne rentre pas dans le détail puisque Anne l'avait bien expliqué dès le début. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau des actions de prévention, il y a des choses importantes qu'il faut que vous acceptiez dès aujourd'hui, qu'il faudra que vous mettiez en place dans votre quotidien, que ce soit vous ou que la collectivité le fasse et que vous le suiviez. C'est d'abord la lutte contre l'obsolescence programmée. Donc tous les produits de notre quotidien qui ont une durée de vie limitée, de faire en sorte que leur durée de vie soit plus longue. Donc ça peut être fait déjà d'acheter des produits de qualité qui puissent être démontables, de penser à les faire réparer. Après, tout n'est pas à votre échelle. Il y a des choses, ça veut dire que les garanties doivent être allongées, les pièces détachées doivent être disponibles, les notices de réparation doivent être disponibles. Tout n'est pas de votre fait, bien sûr. Mais il faut penser aussi, essayer au moins de faire réparer. La remise en place de systèmes de consignes pour réutilisation des emballages, pour arrêter de casser une bouteille en verre pour la refondre, pour la refabriquer. D'envisager les changes lavables, donc pour que ce soit les crèches, les maternités, les maisons de retraite. Les changes lavables ont un impact énorme dans le poids de nos poubelles. Il faut qu'on en ait conscience et qu'on accepte de rentrer ça dans notre quotidien. Tout ce qui est dons, échanges, mutualisation, et puis aussi envisager d'acheter d'occasion. Toutes ces actions de prévention peuvent permettre de réduire nos poubelles de 10 à 20%. Et plus encore 10% si on est vraiment dans le réemploi et dans la réparation. C'est donc un impact vraiment non négligeable. Encore un peu. Ensuite, le compostage peut permettre de baisser de 30 à 35% encore le volume de nos poubelles. Continuer. Et une vraie collecte sélective avec le recyclage de tout ce qui peut être dans notre quotidien, des emballages de plastique, de carton, peut encore permettre de baisser de 30 à 35%. Une fois qu'on a réussi à mettre tout ça en place, qu'il y a des filières de recyclage court de proximité, on a réussi à réduire de 90% le volume de nos poubelles et il ne nous reste plus que 10% à gérer. Et dans ce cas, on n'est plus du tout sur le même volume d'incinération ou de décharge. Les choses sont possibles, mais par contre, il faut vraiment arriver à les mettre en place dès aujourd'hui, à commencer à l'accepter en tant que particulier, à faire pression sur nos politiques, que ce soit local ou au niveau national, et pour arriver à aller dans cette direction. Ça, c'est ce qu'on appelle le scénario zéro waste, pour zéro ordure ménagère résiduelle, tendre vers cet objectif-là. Voilà. Je vous remercie.